Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire ABC de la construction identitaire. Comme vous le voyez, beaucoup d'entre vous ont le nom de Marion Jolot en tant qu'identifiant, donc cela est lié au lien qui vous a été envoyé. N'hésitez surtout pas à aller dans vos paramètres et à indiquer votre nom pour qu'on puisse aussi vous reconnaître, notamment dans le chat. Donc il suffit d'aller sur votre photo ou votre profil, il y a trois petits points et changer votre nom. Merci d'avance. Et n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si vous avez des problèmes pour indiquer vos noms et prénoms. Ce webinaire est le premier d'une série de deux sur le sujet de la construction identitaire des tout-petits. C'est un sujet incontournable pour toute personne qui œuvre auprès des jeunes enfants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Un second webinaire aura lieu le 12 mai prochain afin d'approfondir les thèmes discutés aujourd'hui et le rôle du personnel éducatif en petite enfance dans le développement identitaire des enfants. Vous retrouvez le lien d'inscription dans le clavardage. Je suis Marion Gelot, coordonnatrice de projet en petite enfance à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, la CUFC, responsable du transfert et de la mobilisation des connaissances, et je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Je tiens à souligner tout d'abord que les bureaux de la CUFC se situent sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Étant donné que nous sommes toutes et tous à des endroits différents aujourd'hui, je vous invite à reconnaître que tous les jours, nous vivons, travaillons et créons sur les territoires traditionnels et les terres natales des Premières Nations, des peuples inuits et métis. Cette présentation est une initiative de l'Observatoire de la formation en petite enfance de l'ACUFC. L'Observatoire vise à mettre en valeur l'importance de la formation des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, à valoriser leur rôle essentiel et à diffuser des ressources clés, partager les meilleures pratiques et rendre accessibles les recherches et les données pertinentes. Certains d'entre vous œuvrent ou s'apprêtent à œuvrer auprès de jeunes enfants et de familles francophones en situation minoritaire. Dans ce cadre, la question de l'identité, comment elle se construit, se nourrit, se renforce, est au cœur de vos pratiques quotidiennes. Nous avons donc collaboré avec Catherine Isabelle et Isabelle Leblond afin qu'elles puissent partager leur expertise en construction identitaire et répondre à vos questions lors de ce webinaire. Catherine Isabelle, tout d'abord, est chargée de projet à l'Association canadienne d'éducation de langue française, la CELF. Elle accompagne les milieux éducatifs dans la mise en œuvre de leur mandat en construction identitaire francophone et elle est notamment responsable du développement de l'offre de formation et du jeu pédagogique numérique LIO. Isabelle Leblond est quant à elle directrice générale des centres Envol et Boussole, situés à Calgary. Curieuse et engagée, elle œuvre dans le domaine de la petite enfance depuis près de 20 ans, particulièrement en contexte francophone minoritaire. Directrice, facilitatrice et formatrice, elle s'intéresse particulièrement à la pratique réflexive afin de susciter le dialogue, enrichir les apprentissages et partager des perspectives variées. Isabelle croit profondément que la construction identitaire commence dès la petite enfance à travers les relations, la langue, la culture et les expériences vécues au quotidien. Avant de commencer, quelques petites perspectives, quelques petites consignes techniques. Ce webinaire est enregistré. Nous vous remercions de maintenir vos micros et caméras fermés, sauf lors des périodes interactives en sous-groupe qui, elles, ne seront pas enregistrées. Et cela afin que seule l'image et le son des panélistes soient visibles et entendus. Notez que toute intervention audio ou vidéo en session sera considérée comme consentie à la diffusion. Des périodes de réflexion en sous-groupe sont prévues mais ne seront pas enregistrées. La vidéo complète sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également poser toutes vos questions à tout moment via le clavardage. Nous y reviendrons à la fin de la présentation. Si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à le signaler également dans le clavardage. La présentation aura une durée d'environ 45 minutes et nous profiterons du reste du webinaire pour une session d'échange d'environ 10 minutes. Sans plus tarder, je cède la parole aux présentatrices Catherine et Isabelle. Alors, bonjour, c'est moi, Catherine Isabelle, chargée de projet à la SELF. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui à ce webinaire qui, comme Marion l'a expliqué, est peut-être pas une formule traditionnelle. On a voulu vous offrir un webinaire qui est
participatif. Donc, on va vous interroger, on va vous faire participer aussi en groupe de travail. L'idée, c'est de vous proposer une formule que vous pouvez aussi reproduire dans vos milieux. Cela étant dit, on est tout à fait respectueux du contexte. Je sais que certaines personnes sont peut-être en train de dîner. On a tous un bagage différent aussi à partager et tout ça est fait dans l'inclusion de ces différents bagages-là. Donc, il n'y aura pas d'obligation nécessairement là, de partager. Et vous pouvez simplement écouter si vous le préférez là, lorsque vous serez en petit groupe. Je commence tout de suite simplement en vous expliquant qu'est-ce que c'est la SELF. Donc, on est un réseau pan-canadien d'expertise conseil en construction identitaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est, comme notre nom le dit, une association. On regroupe des gens, on les outille. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir justement la force du groupe. euh, On veut rassembler les gens qui ont tous la même mission. On peut passer la diapositive, aller à notre raison d'être. Donc, la même mission, quelle est cette mission? C'est de faire en sorte que les jeunes fassent une place significative à la langue française et à la culture francophone dans leur vie. Comment on fait ça? On a différentes sphères d'intervention. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Comme on l'a dit, la SELF, c'est un réseau d'expertise conseil et notre expertise va se décliner sous 4 sphères différentes. On a une panoplie de ressources qui va s'adresser aux gens dans tout le continuum, de la petite enfance jusqu'au collège, université, etc. Par exemple, Lio, notre jeu en ligne qui est davantage pour le primaire. On a un guide qui s'appelle Des enfants en art qui est plus pour la petite enfance. La deuxième sphère, c'est la sphère de la formation. On offre des stages de perfectionnement qui sont 6 jours intensifs pour former en construction identitaire. On offre aussi des ateliers sur mesure, donc on peut se déplacer dans les milieux ou faire des ateliers comme celui-ci à distance sur la construction identitaire. La troisième sphère, c'est la sphère de l'expérience. Donc, on a un congrès pan-canadien spécialisé en construction identitaire qui est multiclientèle. Et finalement, la quatrième sphère, c'est la recherche. On est responsable de la revue Éducation et francophonie. Donc, c'est comme ça que notre expertise se déploie. J'ai nommé jusqu'à présent à quelques reprises le terme construction identitaire. On peut changer la diapo. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire réfléchir à comment ça résonne en vous ce terme-là, construction identitaire. Donc, avant que je vous présente une définition officielle de la construction identitaire, j'aimerais vous inviter à scanner le code QR ou encore à aller au www.wooclap.com et inscrire le code d'événement. Puis, euh, indiquez 3 mots pour définir la construction identitaire ou 3 mots qui vous viennent en tête quand on parle du terme construction identitaire. Je vous laisse un petit moment pour faire ça. Je vois que les réponses commencent à entrer. Je partage les réponses. On voit que ça bouge. Donc, au centre actuellement de notre définition de la construction identitaire, on a les mots langue, les mots culture. J'ai vu passer que c'était toujours en changement, l'idée de développement, de conscience de soi. J'ai vu passer aussi le mot processus, super intéressant, les liens aussi, l'idée de référent culturel, intéressant, l'amour de soi, super inspirant. Je vais arrêter maintenant mon partage, mais je trouve ça avant super intéressant de souligner que le terme culture et langue sont vraiment au centre, puis pas loin, on a l'appartenance aussi. Donc, Marion va pouvoir partager à nouveau l'écran avec
la définition de la construction identitaire. Donc, on dit que la construction identitaire, c'est un processus, c'est un terme que vous avez noté, un processus qui est hautement dynamique, au cours duquel une personne va se définir et va se reconnaître par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux et les environnements dans lesquels elle évolue. Puis à droite, vous voyez un peu l'image qui représente cette définition-là. La définition, elle provient du fascicule 1, comprendre la construction identitaire. La définition et le modèle. Le lien va être ajouté, déjà ajouté dans le chat. Et on peut changer de diapositive. À l'intérieur de ce fascicule-là, vous allez voir que chacun des mots est expliqué pour nous aider à comprendre la définition de la construction identitaire. Par exemple, pourquoi on parle d'un processus? C'est l'idée que la construction identitaire, ce n'est jamais vraiment terminé. Tout le monde va le faire à son rythme aussi. Il peut y avoir des hésitations, des moments d'accélération, des moments où même il y a peut-être des régressions. On dit que c'est hautement dynamique parce qu'il va y avoir différentes forces qui vont avoir un impact sur la construction identitaire. On parle de personne, hein, on dit un processus au cours duquel la personne, l'idée pourquoi on met ça, c'est qu'on veut vraiment que le concept de personne soit au centre de notre définition de la construction identitaire parce que c'est vraiment elle qui est complètement maître de son processus. Donc, c'est quelques exemples d'explications qui sont données dans ce fascicule-là. Mais souvent, ce qu'on nous dit, c'est que la définition de la construction identitaire, on a une bonne idée de ce que c'est, puis je le vois très bien en voyant les mots-clés que vous avez mis dans le nuage de mots. On conçoit bien qu'est-ce que c'est la construction identitaire, mais souvent, on a un peu plus de difficulté à comprendre comment ça se vit réellement dans le milieu. Et pour ça, mais je vais passer la parole à Isabelle qui va nous en dire un peu plus sur le mandat et les raisons d'être des milieux éducatifs francophones à la petite enfance. Merci, Catherine. Alors, on va pas. OK. Alors, les mandats dans les milieux éducatifs à la petite enfance, le mandat premier, tout simplement, de bien d'accueillir, d'accompagner les enfants dans leurs apprentissages, dans leurs expériences et aussi dans leurs découvertes. C'est d'offrir également un environnement enrichissant, bienveillant et bien sûr sécuritaire. Dans les milieux francophones en contexte minoritaire, il est primordial également de soutenir la construction identitaire des enfants dès les premières années. C'est notre raison d'être, c'est d'offrir aux enfants l'opportunité de vivre et de s'épanouir en français dans leur milieu éducatif. Ceci se fait de façon tout à fait naturelle et informelle. C'est bien sûr dans les moments de plaisir, lorsqu'on touche avec le cœur, qu'on favorise cette construction identitaire-là. Il ne faut pas oublier qu'il faut également travailler en collaboration avec les parents, avec les familles, avec les collègues, afin de favoriser et de soutenir les enfants dans leur développement de construction identitaire. Nous avons joint dans le clavardage, il y aura le lien du vidéo Pourquoi moi, pourquoi toi. C'est une vidéo qui a été faite par la CEF en collaboration avec l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance en Ontario. C'est un petit vidéo de quelques minutes qui parle bien de la raison d'être et des mandats des milieux éducatifs francophones en contexte minoritaire. Donc, on vous encourage à la visionner. Maintenant, je vais passer la parole de retour à Catherine qui va pouvoir nous partager les 8 principes directeurs que nous allons regarder en groupe aujourd'hui. À toi, Catherine. Oui, donc je vais faire un survol tout simplement rapidement de l'image que vous voyez actuellement qui présente les 8 principes directeurs. Quand j'ai dit que parfois les gens comprennent bien la définition de la construction identitaire, mais se demandent comment ça se vit, bien, les 8 principes directeurs, c'est un outil essentiel pour comprendre comment ça se fait, comment ça se vit vraiment sur le terrain, la construction identitaire. Ça aide à savoir comment on peut mettre en œuvre des actions qui vont avoir un impact sur la construction identitaire. C'est donc 8 principes qui vont guider les interventions, qui vont nous permettre de maximiser l'impact que nos interventions vont avoir. Donc, quand on planifie une activité, une intervention, on va essayer de réfléchir à quel principe directeur on veut mettre de l'avant, un ou deux principes directeurs. Les principes sont interreliés, hein. Vous allez voir que certains
peuvent sembler se recouper un peu, c'est normal. Pour vous permettre de vous approprier les 8 principes directeurs, on vous propose une activité où vous allez pouvoir là, davantage vous concentrer sur un principe, puis ensuite on fera le tour de tous les principes ensemble. Isabelle, tu nous expliques l'activité? Bien sûr. Alors, pour les prochains 10 minutes, on va vous placer en petits groupes pour que vous puissiez discuter d'un principe. Donc, chaque petit groupe aura le numéro d'un principe avec le nom du principe associé au petit groupe. Nous comprenons que ce n'est pas tous les participants qui travaillent dans les milieux de la petite enfance, mais nous invitons quand même tout de même à y réfléchir à soit des stratégies que vous avez vécues dans le passé si vous avez travaillé en milieu de petite enfance ou que des collègues vous ont partagé. Donc, c'est vraiment un 10 minutes qu'on vous encourage à partager des stratégies face à ce principe-là. Par la suite, nous reviendrons en grand groupe et nous pourrons regarder davantage chaque principe individuel et on pourra aussi parler de certaines stratégies. Donc, on va ouvrir les salles. Pendant les salles, vous aurez la diffusion de la diapo avec avec les 8 principes et leur petite définition. Donc, si vous n'avez pas eu besoin de prendre une photo du principe, vous allez le voir pendant la salle. Si tout jamais vous n'êtes pas à l'aise de participer ou de partager, ce n'est pas un souci non plus. C'est comme on a mentionné au tout début, on a voulu faire de ce webinaire-là un moment interactif. On comprend que plusieurs ne sont pas habitués à ce type de webinaire-là, donc ce n'est aucunement une obligation, mais plutôt un encouragement à ce que vous puissiez partager ensemble et après, on va pouvoir en rediscuter tout le monde ensemble. Donc, si ça fonctionne, Marion, si tu es capable, on va ouvrir les salles. Juste un petit moment, Oui. assurez-vous dans vos salles de déterminer une personne qui va prendre des notes de vos stratégies en lien avec le principe directeur et on va vous demander de faire un copier-coller dans le chat pour nous partager le fruit de vos échanges. Donc, première étape, appropriez-vous le principe directeur qui vous est attribué, puis ensuite discutez autour de stratégies. Prenez des petites notes pour partager avec l'ensemble du groupe. Également, avant de lancer les salles, ma collègue Valérie va lancer les salles très prochainement. Assurez-vous bien de changer votre nom afin que les gens avec qui vous parlez puissent savoir avec qui ils communiquent. Effectivement, on a eu un petit souci au niveau du lien. Donc, vous êtes probablement, en tout cas pour certains, indiqué sous le nom de Marion Jolot. Donc, n'hésitez pas à aller dans votre profil ou dans les 3 petits points pour modifier votre nom et prénom. On peut lancer les salles. Merci. Donc, on a circulé un petit peu dans les salles. On a vu que vous avez pas pu voir la diapositive avec les 8 principes directeurs. On est désolé du pépin technique malgré nos tests. Quand on veut miser sur la créativité et l'innovation, on s'expose toujours à des risques de petits pépins techniques. On s'en excuse. Rassurez-vous, on va faire le tour ensemble des 8 principes et on va discuter de stratégie également. Donc, ne vous inquiétez pas, on va passer au travers de tout ça, puis on va vous permettre de bien comprendre les 8 principes. Isabelle, est-ce que tu es de retour avec nous dans la grande salle? Oui, je suis de retour et on peut passer, Marion, à la diapo, la deuxième après celle-ci, s'il vous plaît. On va aller à l'autre. Merci. Alors, on va prendre le tour, comme Catherine disait, de revoir ensemble les principes et de trouver ensemble, de discuter de certaines stratégies. Donc, le premier principe, c'est de s'inscrire dans la francophonie contemporaine. Donc, c'est de s'insérer dans une francophonie qui est ouverte sur le monde et consciente des réalités d'aujourd'hui. Donc, pas seulement ce qui se passe dans le passé, mais vraiment de ce qui se passe aussi maintenant dans nos réalités aujourd'hui à travers toute notre belle francophonie. Des stratégies qu'on peut utiliser en petite enfance, c'est de faire découvrir de nouvelles chansons en français. Bien sûr, on a nos anciennes chansons, mais aussi de s'assurer qu'on ne va de l'avant et qu'on tente de trouver des nouvelles chansons, quelque chose qui est à jour, quelque chose qu'on peut apporter dans nos milieux. On peut aussi diffuser sur le babillard ou les réseaux sociaux des articles d'actualité qui sont destinés aux parents et reliés à la culture francophone. Non seulement les diffuser, mais non seulement les diffuser, mais aussi prendre le temps de parler avec les parents. Avez-vous vu ce qui est sur le babillard? Comment qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qui se passe autour? Donc, c'est vraiment de parler avec les familles, de voir qu'est-ce qui se passe dans notre grande francophonie contemporaine.
C'est important, comme je disais, d'avoir un équilibre entre le passé, mais aussi qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, s'intéresser aux artistes, aux personnalités émergentes pour présenter la francophonie comme quelque chose de vivant et qui continue d'évoluer. Pas seulement qu'on fait référence à il y a longtemps. On peut parler avec les enfants de ce qui se passe dans notre communauté, qui ont un lien, la nouvelle école qui va ouvrir, une nouvelle activité en français. C'est vraiment c'est de montrer que c'est vivant. On va passer à la prochaine, s'il vous plaît. Je Merci. vois que, Isabelle, il y a des gens qui avaient le principe numéro 1 puis qui ont inscrit des stratégies d'utiliser des référents culturels actuels, effectivement. Puis une bonne façon de le faire, ça peut être d'interroger les enfants aussi sur ce qui les intéresse. Donc, c'est normal d'avoir, vous, vos propres référents culturels. Puis ça peut être plus difficile de découvrir ce qui est plus récent, plus nouveau. Posez des questions tout simplement aux enfants, aux tout petits autour de vous, ils sauront vous guider. Donc, merci pour les stratégies que vous avez écrites dans l'équipe de Ken Charbonneau. Merci, Catherine. Désolée, j'avais pas pensé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le clavardage. Alors, le deuxième principe, c'est de valoriser la diversité. Donc, c'est vraiment de refléter des francophonies qui se construit dans une grande variété de contextes en puisant dans la richesse de la diversité des personnes, des gens, des communautés qui la composent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos milieux comme stratégie? On peut répertorier avec les enfants et les familles les différentes fêtes reconnues par les personnes fréquentant votre service. Et ici, quand on fait référence aux personnes fréquentant votre service, bien sûr, c'est les enfants, les familles, mais il ne faut pas non plus oublier nos éducateurs, nos éducatrices qui nous sommes, nous qui travaillons avec les enfants. On peut construire une murale à l'image de la communauté. On peut aussi faire un profil de notre milieu et des familles pour intégrer à la programmation des références à la diversité dans la communauté, dans le service. Et quand je parle de programmation, c'est pas seulement une activité, un événement, c'est aussi important de l'intégrer dans notre environnement. On parle beaucoup que l'environnement, c'est le troisième éducateur, donc d'intégrer des choses dans notre environnement qui fait référence aux gens qui sont dans notre milieu et à ces diversités. L'idée Catherine, ici, Isabelle, c'est de faire en sorte que tout le monde se reconnaisse, tout le monde se sente inclus dans cet environnement-là, hein. tout à fait. Est-ce qu'on avait quelque chose, Catherine, dans le clavardage pour le numéro 2? Pas pour le numéro 2. Ah oui, excusez-moi, on avait l'équipe de Audrey, accueillir, accepter les diversités de français. Donc, que ce soit le vocabulaire, les mots qui sont différents, hein, qu'on vienne d'un pays, d'un autre, d'une région du Canada ou d'un autre, les accents et les expressions. Valoriser les racines de chacun, oui. Profiter des cultures des éducateurs, des enfants pour célébrer la diversité. Donc, tu l'as nommé, Isabelle, il n'y a pas juste les enfants, il y a les parents, les familles, les éducateurs aussi. Donc, merci pour vos stratégies, l'équipe d'Autré. On peut aller à la troisième. Alors, le troisième principe, c'est favoriser l'action concertée. Donc, c'est vraiment de faire convergence des actions issues des services à la petite enfance, l'école, la famille, la communauté, tout en générant des expériences identitaires significatives et durables. Donc, c'est s'assurer que toutes ces personnes-là sont ensemble pour qu'il y ait des expériences qui sont significatives. Des stratégies qu'on peut faire, on peut encourager les opportunités de jumelage entre les enfants du service de la petite enfance et les élèves de l'école, quand l'école elle est à proximité. Les grands peuvent venir faire de la lecture pour les petits, on peut faire un projet d'art, on peut faire une pièce de théâtre, des petites choses comme ça. On peut aussi inviter les familles du service à la petite enfance à se joindre à une célébration qui se déroule à l'école. Donc, c'est vraiment la communauté, travailler avec les écoles. On peut travailler en collaboration avec le centre communautaire. On peut organiser un spectacle destiné aux enfants. On peut aussi impliquer les parents dans leur demander. Il y a des parents qui n'attendent que ça, de participer à la création d'événements. Donc, on peut avoir des parents qui nous supportent notre programme, notre milieu, à collaborer avec d'autres partenariats à l'extérieur du centre de petite enfance afin de créer un événement que les gens pourront se rassembler. Est-ce qu'on avait des stratégies, Catherine, pour le numéro 3 dans le clavardage? Il n'y a pas de stratégie pour le numéro 3, mais je remercie les autres personnes qui ont ajouté des stratégies pour favoriser la diversité. Vos participations sont très riches. Parfait, merci. On peut aller à la prochaine. Alors, le quatrième principe, c'est d'encourager la mobilisation. C'est vraiment de mettre à profit les forces vives en présence en suscitant la participation et l'engagement dans une démarche collective.
Donc, on veut vraiment que tout le monde soit ensemble pour se mobiliser. Celle-ci peut être un petit peu plus difficile quand on parle de petite enfance, si on parle de 0 à 12 mois, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire avec les plus grands. On peut, comme par exemple, créer un projet commun sur un thème, l'environnement, qui permet aux services à la petite enfance, aux parents, à l'école ou à la communauté de se mobiliser, de poser des gestes concrets. On peut encourager des initiatives de jumelage, encore là, entre les enfants du service à la petite enfance et les écoles pour identifier des défis dans leur milieu et de trouver ensemble des solutions. Donc, malgré leur jeune âge, ils sont quand même capables d'exprimer, de partager avec les plus grands certaines idées et leurs opinions. Est-ce qu'on avait quelque chose dans le clavardage pour celle-ci? On vient Non? d'avoir créé des événements avec les familles ensemble hors programme, par exemple un potluck, un barbecue, activité culturelle, événements, groupe de jeux. Donc ici, on voit qu'il y a aussi un lien avec le principe directeur précédent qui était le lien école, famille, communauté. Il y a un lien, c'est très étroit ces deux-là, école, famille, communauté, puis mobilisation. L'idée derrière le principe directeur, encourager la mobilisation, c'est notamment de démontrer, de faire comprendre à l'enfant au tout petit qui a un pouvoir d'agir, il peut intervenir dans son milieu puis changer les choses. Donc voilà. On veut faire en sorte, Catherine, si je peux me permettre, on veut faire en sorte qu'ils se sentent impliqués, qu'ils ont un impact et qu'ils se sentent impliqués dans l'avenir. Exact. Hein, chaque leader est un petit au tout départ, donc on peut, à partir dès leur jeune âge, les développer comme des leaders. Merci, on va aller au 5e, s'il vous plaît. Alors, pour celui-ci, c'est miser sur la créativité et l'innovation. C'est vraiment de proposer, comme Catherine disait, une démarche innovatrice et participative qui fait appel à la réflexion, à la construction ainsi qu'à la création, soit individuelle ou soit en groupe. On veut miser, entre autres, sur les arts, sur les cultures et aussi sur le potentiel des technologies à l'occasion. Une des stratégies, donc plusieurs stratégies ici qu'on a. Une des stratégies, on peut inviter un artiste francophone de la communauté pour faire un projet de décoration dans le service de la petite enfance, à partir bien sûr des idées des enfants. On peut inviter que ça soit un parent qui a un goût pour la musique. Des fois, on fait référence à des artistes, mais ça peut être aussi des parents qui fréquentent nos milieux éducatifs. Ça peut être un peintre, ça peut être quelqu'un qui fait des projets d'art, ça peut être quelqu'un qui fait de la musique. Ça peut être aussi des gens qui font du théâtre, de la marionnette. Donc, on a plein d'idées qu'on peut aller chercher des artistes ou des membres de la francophonie pour faire vivre cette expérience avec les arts et la culture et également de donner aux enfants des opportunités de créer à partir de différents médiums. Donc, que ça soit n'importe quel type de médium qui puisse, eux, créer et innover. En ce sens-là, Isabelle, on a l'équipe de Nathalie Tremblay qui avait entre autres nommé de créer des comptines avec les enfants puis de les enregistrer. C'est une idée qui est très riche. Elle proposait aussi d'inviter des artistes locaux, comme tu l'as mentionné. Ils mettent l'accent sur le fait de partir sur les intérêts et les goûts des enfants. Donc, c'est effectivement très important. Merci de votre Tout participation. à fait. Merci beaucoup, tout à fait. On peut aller à la prochaine maintenant. OK. Alors, pour le 6e principe, c'est créer des liens au sein de la francophonie. Donc, mettre l'accent sur la langue française comme un élément qui est rassembleur, qui vise une connaissance mutuelle. Donc, c'est de favoriser l'établissement de réseaux afin de vitaliser nos communautés. Et des différentes stratégies ici qu'on peut avoir, c'est on peut inviter les parents à venir raconter leurs histoires pour favoriser les origines diverses de leurs racines francophones. On peut écouter un livre audio d'un auteur ou d'une autrice d'une autre province. On peut, comme tantôt on a mentionné dans un des groupes, on peut faire découvrir des référents culturels qui proviennent de d'autres provinces, de d'autres territoires, comme de la nourriture, des artistes publics jeunesse, des fêtes, etc. On peut aussi faire du partenariat ou des projets de correspondance avec des programmes de petite enfance qui sont à l'extérieur du Canada. Moi, personnellement, on a fait ça dans un autre pays auparavant et les enfants étaient excités d'attendre par la poste la petite enveloppe qui arrivait d'un autre CPE ou par des petites rencontres Zoom. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. On veut que l'enfant découvre que la francophonie, elle est élargie. Donc, on veut qu'il découvre, qu'il se sente qu'il n'est pas seulement dans son petit milieu, dans sa petite ville ou son petit village, que vraiment la francophonie, elle est partout et que ça lui fasse devenir un sentiment d'appartenance et qu'il soit fier d'être aussi un francophone. Donc, c'est vraiment
d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi, qui est plus grand que qu'est-ce qu'on vit dans notre petit milieu. Est-ce qu'on avait des stratégies pour celui-ci, Catherine? On a l'équipe de Julie Haché qui a mentionné certaines stratégies, puis vous allez voir aussi qu'effectivement, là, il y a un lien avec l'idée de mobilisation, puis de travailler école, famille, communauté, petit centre de la petite enfance, mais on proposait d'aller vers des organismes communautaires. Donc, c'est vrai que ça va permettre de créer des liens au sein de la francophonie si on va vers des organismes qui travaillent avec le service en français, les bibliothèques, les commerces francophones, des associations de parents, des artistes. Donc, effectivement, c'est une première étape hein, de créer des liens d'abord avec les gens qui sont près de nous dans notre milieu, puis ensuite de créer des liens avec la francophonie de façon plus large, que ce soit avec ce qui se passe ailleurs dans une autre province, un autre territoire ou ailleurs même dans le monde. Merci, Catherine. On peut passer à l'avant-dernière stratégie qui est viser des effets durables. Donc, c'est vraiment de stimuler la croissance d'un leadership, encore là individuel, mais également au collectif, qui exerce un impact positif et qui a un effet durable sur le développement de nos communautés francophones. Donc, en milieu éducatif, des stratégies qu'on peut mettre ici, c'est de prendre des photos lors des activités et de les afficher, préparer des montages pour qu'on puisse s'y référer et voir qu'est-ce qui s'est passé avant. On peut prendre aussi le temps de faire un retour avec les enfants à la suite d'une activité vécue pour exprimer, par exemple, des émotions en lien avec le français, avec la francophonie. On peut créer de nouvelles traditions au sein du service de la petite enfance. Donc, on pourrait avoir une fête spéciale à l'hiver, une sortie spéciale que les enfants, d'année en année ou de mois en mois, tout dépendant de la fréquence de la tradition, sont excités, veulent y aller. C'est quelque chose auquel qui vont faire référence plus tard. Donc, on veut vraiment avoir un impact d'effet durable pour les enfants. On dit qu'à la petite enfance, on prépare vraiment les bases de la fondation solide qui nous emmène à cheminer dans notre parcours identitaire. Donc, c'est vraiment d'avoir cet effet-là, ça va apporter des effets durables. On a Marisol qui propose une sortie à la cabane à sucre. Effectivement, donc c'est le genre de choses que les enfants vont se souvenir longtemps. Ici, l'idée, c'est pas de faire des choses nécessairement toujours compliquées, mais c'est de se voir comme un créateur de souvenirs. Et ces souvenirs-là vont avoir un effet durable sur les enfants, sur leur attachement à la francophonie. Merci, Catherine. Et le dernier, développer un rapport positif à la langue française. C'est vraiment de faire prendre conscience du pouvoir de la langue française dans toutes les sphères de la vie. Elles offrent des modèles inspirants qui s'inscrivent dans l'histoire et dans l'actualité, qui confirment la pertinence de notre fierté, de notre attachement à la langue française comme moyen d'épanouissement. Donc, celui-là, c'est quelque chose qui se fait constamment dans les milieux éducatifs. C'est vraiment de faire vivre aux enfants des moments de jeu, des expériences qu'ils aiment. C'est de les encourager à s'exprimer en respectant leur capacité et leur niveau. Donc, c'est pas d'avoir des attentes qui sont trop difficiles, mais vraiment de les encourager à s'exprimer comme ils sont. On parle aussi, c'est de le faire naturellement. Au début, on disait qu'il faut que ça touche le cœur. Quand on parlait du mandat et la raison d'être, il faut que ça touche le cœur. Donc, c'est vraiment de s'assurer que les enfants ont du plaisir, ils s'amusent, ils rigolent. C'est de le faire naturellement. Et nous, en tant que professionnels de la petite enfance, c'est d'être un rôle modèle dans tout ça. De rire, de jouer en français, les enfants vont le développer sans même s'en rendre compte, ce rapport positif. S'assurer d'avoir des mots, des livres disponibles, d'éviter de corriger pour vraiment que l'enfant puisse continuer à s'exprimer et de le faire dans un endroit sécuritaire. Donc, l'enfant se sent en sécurité, de l'enrichir, vraiment de s'assurer qu'ils ont du plaisir sans les réprimander s'ils ne parlent pas français. Merci, Catherine. Est-ce qu'il y a dans le clavardage, Catherine, excuse-moi, est-ce qu'il y a dans le clavardage des choses? Non, il n'y avait pas d'éléments nécessairement ajoutés ici, mais je tiens à mettre l'accent sur quelque chose que tu as dit, Isabelle, c'est qu'à la petite enfance, ce principe-là, il est vécu de façon complètement naturelle. Vous avez vraiment une longueur d'avance sur d'autres milieux, par exemple, quand on va dans les écoles davantage secondaires où c'est plus difficile de faire vivre autant le plaisir de parler, de jouer, de rire en français. Tout à fait. Donc, vous voyez que appliquer les 8 principes directeurs, c'est pas toujours nécessairement très compliqué et ça peut être tout à fait naturel. Tout à fait. Merci, Catherine. Alors ici, juste avant de passer à autre chose, on voulait juste vous partager une ressource que la CEF a créée. C'est 8 principes et c'est parti.
C'est sûr, comme on disait, comme avec les exemples, les stratégies qu'on a présentées, certains principes sont peut-être plus évidents que d'autres lorsqu'on travaille en petite enfance. Donc, ce guide-là est vraiment un bel outil pour vous familiariser avec les principes. Donc, sous chaque principe, vous allez trouver le pourquoi de ce principe-là, le comment le faire, ainsi que des pistes de réflexion. Comme je vous disais, c'est vraiment une excellente ressource pour vous guider dans votre réflexion et planification. Le lien va être aussi ajouté dans le clavardage afin que vous puissiez y avoir accès directement. Je te laisse la parole, Catherine, pour devenir membre de cœur. Tout à l'heure, j'ai mentionné que la SELF, on est une association, on est un réseau et si vous êtes là aujourd'hui et participez au webinaire, vous êtes intéressé, vous êtes engagé dans la construction identitaire, vous faites partie de ce réseau-là. Donc, on vous invite en scannant le code QR à devenir membre de cœur. C'est tout à fait gratuit, c'est symbolique pour démontrer votre engagement, votre participation au réseau de francophones qui travaillent en construction identitaire. Donc, l'éducation francophone, c'est avant tout une histoire de gens qui sont vraiment passionnés, des voix qui se croisent, des idées qui circulent et des liens qui vont se tisser d'un bout à l'autre du pays. Donc, avec le statut de membre de cœur, ça reconnaît ce que vous faites déjà, contribuer au réseau vivant qui travaille pour faire en sorte que les enfants, les jeunes fassent une place au français dans leur vie. Juste une petite parenthèse aussi, si vous souhaitez continuer d'apprendre sur la construction identitaire, j'ai nommé tout à l'heure le Congrès de la SELF qui se déroule en octobre à chaque année. Le prochain est à Halifax et les inscriptions commencent le 20 mai. La thématique, c'est Oser en confiance. Puis on va avoir une super belle offre d'atelier pour les gens de la petite enfance. Donc, c'est un beau moyen là, de se ressourcer, d'apprendre, de s'inspirer, de s'outiller et de se réseauter. Merci beaucoup à Catherine et Isabelle pour cette présentation très riche, pleine d'exemples. On va maintenant passer à la période d'échange, de questions-réponses pour 5 à 10 minutes grand maximum. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le clavardage et je vais en sélectionner quelques-unes pour nos présentatrices. On a tout d'abord une première question qui est peut-être pour Isabelle. Isabelle, tu parlais dans la présentation de créer des activités, de faire en sorte que les enfants soient leaders. Est-ce que tu aurais des exemples d'activités qui iraient en ce sens pour une activité de leader pour les enfants? Ben, je pense que si on peut les jumeler avec des plus grands, donc sans leur dire que c'est on fait beaucoup de choses en petite enfance sans identifier aux enfants qu'est-ce qu'on fait dans le but de quoi. Donc, je pense que si on fait une activité de jumelage avec les plus grands et qui apprennent des plus grands dans une activité de mobilisation, par contre, sur le nettoyage de printemps à l'extérieur lorsqu'on ramasse les déchets ou des choses comme ça, et qu'on les emmène à collaborer avec des enfants plus grands qui ont un leadership eux-mêmes. Donc, ils vont l'apprendre de cette manière-là, je vous dirais, dans des différentes opportunités de partenariat avec des plus grands enfants, je vous dirais. Ok, très bien, merci Isabelle. On a également une autre question qui correspond, enfin qui concerne les 8 principes directeurs. Est-ce que on appliquerait les 8 principes de manière différente en fonction de l'âge de l'enfant et de quelle manière? Ben, comme je vous disais, comme quand on a présenté les principes, donc exemple, encourager la mobilisation. Peut-être que nos discussions avec les enfants, lorsqu'on va vouloir mettre de l'avant ce principe-là, va être différent de si on le ferait avec des enfants de 3 à 5 ans. Donc, le pourquoi derrière le principe va être apporté d'une manière différemment pour chaque enfant. Certains principes vont plus se faire facilement que d'autres. Donc, je vous dirais que ça dépend vraiment du groupe d'âge et de quel principe qu'on va sélectionner, qu'on va vouloir mettre de l'avant dans un moment. J'aime pas utiliser nécessairement le mot activité, mais dans un moment de jeu ou dans un moment opportun dans le programme, que ça soit un événement spécial ou quelque chose comme ça. Puis c'est vrai que c'est peut-être pas tous les principes qui s'appliquent nécessairement pour des poupons. Par contre, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire de construction identitaire avec des tout petits, hein, Isabelle. On peut le faire quand même, mais différemment. Tout à fait. Tout à fait.
Donc, juste comme le principe directeur qui met de l'avant l'idée du rapport positif à la langue, changer une couche en français en ayant du plaisir, c'est une façon de faire de la construction identitaire. Chanter des comptines aux enfants tout petits, c'est une façon aussi de faire la construction identitaire. Merci beaucoup, merci Isabelle et Catherine. On peut passer à une autre question concernant l'impact. Comment mesurer l'impact en fait des principes sur la construction identitaire des enfants? Est-ce qu'il y a des outils, des indicateurs qui permettent de savoir si ce qu'on fait a un impact? Une question super intéressante. Il y a eu des grandes discussions dans le milieu éducatif à savoir est-ce que ça s'évalue ou pas la construction identitaire et il y a en fait un fascicule complet comprendre la construction identitaire qui s'attaque à cette question-là. Et pour résumer, grosso modo, ce qu'on partage dans ce fascicule-là, c'est que la construction identitaire en tant que telle, ça s'évalue pas nécessairement, notamment parce que c'est un processus, hein, comme on le dit, qui peut avoir des moments où ça va plus vite, des moments où on a des reculs, d'autres où on a des avancées. Et pour cette raison-là, comme c'est pas fixe, on dit que c'est pas nécessairement quelque chose qui s'évalue. On pourrait évaluer des connaissances, sur la francophonie, on pourrait évaluer des enjeux, les compréhensions des enjeux, mais ça s'applique pas vraiment à la petite enfance, c'est plus au milieu scolaire. C'est ce qu'on explique dans le fascicule. Par contre, si on veut évaluer quelque chose, ce que on mettrait davantage de l'avant comme idée, c'est d'inviter les éducateurs, les éducatrices à avoir une pratique réflexive, à savoir, est-ce que le moment ou l'initiative qu'ils ont mis en œuvre, est-ce qu'ils sentent que ça a eu un impact sur les tout petits? En leur posant des questions, entre autres, aux enfants, est-ce qu'ils ont eu du plaisir? Qu'est-ce qu'ils se rappellent de l'activité? Et ça va permettre de savoir comment on peut adapter l'activité ou le moment ou l'initiative pour avoir encore plus d'impact. Donc, j'irais plus vers une pratique réflexive chez les gens du terrain plutôt que de dire qu'on va évaluer est-ce que ça a eu l'impact sur l'enfant. Si je peux me Très permettre, bien. Oui. si je peux me permettre de rajouter, Marion, en petit enfant, je pense comme de voir les enfants rigoler en français, jouer en français, s'amuser en français. Je pense qu'on est de les voir dans la vie courante, tout faire ça en souriant, en ayant du plaisir. Je pense que c'est pas une évaluation formelle, mais je pense que ça remplit quand même, ça nous dit que ce qu'on fait comme travail en construction identitaire fonctionne très bien quand on les voit agir dans le jour à jour dans le programme. Ouais, en effet. Merci Isabelle, merci Catherine. On a une question de Vanessa Eliska qui nous demande, dans une dynamique de plurilinguisme, comment prioriser la langue française? C'est sûr que c'est une dynamique hein, qui est particulière quand les gens vont parler plusieurs langues. Isabelle, tu l'as un peu effleuré, l'idée que c'est important de laisser vivre aussi tout ça, l'existence, la cohabitation de ces langues-là. Puis, je pense que essentiellement, euh, il faut se questionner sur sur quoi on a du pouvoir, entre autres, d'être nous-mêmes un modèle pour les enfants, de nous-mêmes parler en français, de leur répondre en français, de les encourager de façon inconsciente, simplement en les invitant à avoir du plaisir en français, davantage que de réprimander. Donc, c'est vraiment plus en étant un modèle, je dirais, de francophone fier, qui a un sentiment d'appartenance, qu'on peut le faire. Nathalie qui ajoute, l'enfant apprend par imitation, effectivement. Oui, en effet. Merci beaucoup. Le webinaire va désormais toucher à sa fin. Un grand merci à Catherine Isabelle de la SELF, à Isabelle Leblond des Centres Envol et Boussole pour leur présence aujourd'hui, le partage de toute leur expertise. Il est à noter que le webinaire sera rendu disponible sur le site de l'Observatoire et sur la chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Pour rappel, on va tenir un deuxième webinaire dans la série sur la construction identitaire qui aura lieu le 12 mai 2026. Vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien Zoom qui est inscrit dans le clavardage.
Si vous souhaitez découvrir nos prochaines initiatives, n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre sur le site de l'Observatoire de la formation en petite enfance, dont vous trouverez également le lien dans le clavardage. Et pour finir, vous recevrez un formulaire d'enquête suite au webinaire. On vous remercie donc par avance de toutes vos réponses puisqu'elles nous permettent de prévoir de futurs événements au plus près des sujets qui vous intéressent. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents parmi nous aujourd'hui et à très bientôt pour de prochains événements. Bonne journée.